Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Horror Arkham. Alors Horror Arkham est un jeu de plateau à ne pas confondre avec l'autre jeu du même nom qui est lui un jeu de cartes évolutif. C'est créé par Richard Lonius, Nicky Wilson et Kevin Wilson. C'est édité chez FFG et distribué par Asmodée. C'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des durées d'environ 2 heures à 3 heures suivant le scénario. Il s'agit là de la 3e édition du jeu. La thématique du jeu s'inspire de l'univers créé par Howard Philip Lovecraft, un auteur américain de nouvelles qui a vécu au début du XXe siècle et qui nous a quittés à l'âge de 46 ans. À ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne de Paul qui vous narrera mieux que moi l'histoire de Howard Philip Lovecraft. Vous trouverez dans les détails de la vidéo le lien qui vous permettra de découvrir cet auteur. L'univers du jeu est celui du mythe de Cthulhu, plus connu pour son jeu de rôle du même nom qui aura permis de redécouvrir son auteur. Alors dans ce jeu, nous incarnons des investigateurs qui seront confrontés à des puissances divines venues d'un autre univers et d'un autre temps, aussi appelé horreur cosmique. Il s'agit d'un jeu de plateau où la narration tient une grande part dans l'esprit du jeu. Chaque partie est scénarisée et nous avons dans la boîte de base 4 scénarios qui proposera une mise en place modulable suivant le scénario qui sera choisi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le jeu et ses mécaniques. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà choisi le scénario que nous allons jouer ici et c'est celui qui est proposé pour les premières parties qui s'appelle La Venue d'Azathoth. Alors j'ai fait une grande partie de la mise en place du jeu pour gagner du temps, mais il reste quelques éléments à terminer. Voilà, j'ai terminé la petite intro que j'avais écrite. Dorénavant, maintenant on va passer à la partie. Alors comme vous pouvez voir, j'ai préparé le matériel de jeu, j'ai constitué le plateau de jeu. Alors pour le scénario, donc ici je vous montre, chaque scénario est représenté par une carte comme ceci. Alors les autres scénarios sont dans la boîte. Donc ici c'est l'avenue d'Azathoth. Donc là nous avons une petite partie d'histoire, nous avons la zone de départ de nos personnages et puis ici nous avons un effet qui va être déclenché via un jeton. Alors pour la mise en place, première chose qu'on va faire, c'est préparer le plateau de jeu. Pour le plateau de jeu, on va tout simplement regarder le petit plan qui nous est donné ici et qui nous dit avec quel plateau de jeu on va jouer. Donc nous avons le quartier nord qui est ici, le quartier marchand qui va être placé juste en dessous, le centre-ville au milieu, le quartier du fleuve qui sera tout en bas, et enfin le quartier est qui sera tout au bout du plateau. Entre chaque, nous avons des tuiles spéciales qu'on va imbriquer un peu à la manière d'un puzzle. Et ces différentes tuiles représentent des rues, vont constituer en fait les différentes rues. Également sur le plateau, nous allons déjà placer des ennemis. Donc il y a des ennemis qui sont ici et un ennemi qui est là. Et nous avons déjà également placé des jetons fléaux sur les différentes zones de jeu. Donc tout est indiqué ici sur le petit schéma que nous avons là. Et puis nous avons la légende des différents éléments qui seront sur le plateau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par continuer la mise en place. Donc, et ici, nous allons constituer le paquet des monstres. Alors, le paquet des monstres est ici. Il y en a en tout et pour tout 24 dans le jeu. Donc, chaque monstre est ici. Et nous allons, bien évidemment, mélanger le paquet. Parmi eux, il y en a 2 qu'on a déjà placés sur le plateau de jeu, donc il n'y aura tout simplement qu'à préparer simplement la pile des autres monstres que nous allons avoir en cours de partie. Alors les monstres sont placés sur cette face-ci puisqu'ils ont une double face.
Donc les monstres sont placés ici et ils ont une autre face comme ça, mais cette face-là est utilisée pour la partie engagée, quand ils seront engagés avec un personnage. Alors ensuite, nous allons préparer les jetons du réceptacle de mythe. Donc les jetons du réceptacle sont dans ce petit sachet qui est là. Alors le petit sachet qui est ici n'est pas fourni avec le jeu, c'est celui qui est fourni avec le jeu de cartes. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même celui du jeu de cartes. Alors il y a en tout et pour tout 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 jetons. Donc là on a 14 jetons. Parmi les jetons, qu'est-ce qu'on a? On a 3 jetons blancs comme ceci qui sont des jetons neutres. On a un jeton comme ceci qui est un jeton manchette. On verra après c'est quoi. Un jeton spécial indice. Le jeton sentence qui est en rapport avec l'événement qui est ici sur la carte du scénario. Nous avons des jetons fléau, nous en avons 3. Nous avons un jeton irruption de portail. Et enfin, nous avons les derniers jetons qui sont des jetons monstres. C'est comme ça que les monstres vont apparaître en jeu. Alors, tous ces jetons-là, on va les mettre à l'intérieur de notre sac. On va bien les mélanger. Et ensuite, on repose le sac sur le côté. On l'utilisera un petit peu plus tard. On va également constituer le paquet de cartes codex. Donc le codex, c'est en fait le scénario, c'est ce qui va se passer à l'intérieur, c'est les événements, c'est l'histoire qui va être narrée dans l'histoire. Donc on joue avec tout le paquet de cartes, mais sachez que l'on ne jouera pas avec la totalité des cartes. Il n'y a que les 10 premières cartes qui seront utilisées, mais il est conseillé de mettre toutes les cartes ensemble sur le paquet afin d'éviter de les mélanger. Alors à chaque zone de plateau qui ont été constituées, on va lui associer un paquet de cartes rencontres et les paquets de cartes rencontres sont placés juste au-dessus. Donc le quartier nord, les cartes du quartier nord sont placées ici, les cartes de rencontre du quartier marchand sont ici et est associé à ça. Et vous l'aurez compris, le centre-ville est là, le quartier du fleuve en avant-dernier et le quartier est est en dernier. Je me rends compte que le quartier est va être assez loin, donc je vais devoir parfois me coucher sur la table pour aller chercher les cartes. Nous avons un paquet spécial anomalies, donc ça c'est lorsque des anomalies vont apparaître, et ensuite nous avons un paquet de rencontres spéciales pour les rues, et donc nous avons les différents types de rues qui sont représentés. Alors les types de rues, on a des petits symboles qui sont dessinés dessus qui nous indiquent le type de rue que c'est. Donc là nous avons des allées d'arbres, là nous avons des résidences et là nous avons des ponts. Sur le côté ici, j'ai placé au milieu des jetons spéciaux qui vont être utilisés un petit peu plus tard dans la partie. Donc ça, je vous les expliquerai pas tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les cartes manchettes. Les cartes manchettes, ce sont des articles de journaux. Alors là, je vous montre la totalité du paquet de cartes manchettes. Mais sachez qu'on ne jouera pas avec la totalité des cartes manchettes. Donc ce qu'on va faire, on va bien mélanger ce paquet et on va sélectionner 13 cartes qui va constituer notre paquet manchette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les autres cartes, on peut les remettre sur le côté, on ne les utilisera pas. Les cartes manchettes que l'on conserve, on va bien sûr les mélanger et on va les mettre dans une zone près du plateau de jeu. Ensuite, on a ici un petit réceptacle, un petit sabot, pardon, où on va placer dedans les cartes événements liés au scénario. Alors, chaque scénario vient avec un paquet de 24 cartes issues du scénario. Les cartes, comme vous pouvez voir, ont un dos qui correspond en fait aux différents quartiers qui sont ici. Attention à ne pas mélanger ces cartes avec les cartes qui sont là au-dessus. Ces cartes-là ont un verso qui est différent par rapport à ces cartes-là, donc il faut les placer sur le
côté. Pour savoir si vous utilisez bien le deck du bon scénario, ben vous avez un rappel juste ici en dessous, vous avez le nom du scénario qui est indiqué en dessous. Ces cartes, comme pour le reste, vous allez les mélanger correctement comme ceci et on va les placer dans le sabot juste là. Ensuite, on va constituer les différents ressources et jetons qu'on va avoir. Donc là-bas, tout en haut, nous avons les jetons points de vie et horreur. Donc nos personnages ont des points de vie, des points d'horreur. Donc quand on subira des dégâts, ben, ce sera les points rouges. Si on subit des horreurs, ce sera en bleu. Nous avons le paquet argent avec des jetons de 1 et de 5. Nous avons des jetons canalisation. Donc ça, on verra un petit peu plus tard ce que c'est. Nous avons les jetons indice et fléau. Alors les jetons indice et fléau sont recto verso. Donc là, vous voyez, on a le choix. Et enfin, nous avons les derniers ici qui sont les jetons vestiges. Nous allons également mettre tout près du plateau de jeu ces jetons-ci qui sont des jetons portail. Ces jetons, ben, vous allez devoir les placer pas loin du plateau de jeu. On sera amené à un moment donné à faire apparaître des portails sur le terrain et ça on verra quand est-ce que ça va se produire. Également nous allons constituer la zone de marché. Donc là nous avons des cartes objets avec un dos vert comme ceci et on va créer l'étal en mettant les 5 premières cartes objets. Nous avons le paquet bleu qui est ici, qui est le paquet des cartes alliées. Donc on sera amené à avoir des alliés pendant la partie, donc il faudra aller les chercher dans ce paquet-ci. Et enfin nous avons le paquet des sorts qui est là, qui va nous permettre de gagner des sorts en cours de partie. Voilà. Je réfléchis. Alors oui, on va choisir maintenant, bien évidemment, hein, on va choisir ces personnages pour commencer la partie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Et pour cette partie, j'ai décidé de jouer avec 6 personnages. Donc les personnages avec lesquels je vais jouer, c'est Norman Withers. Le deuxième personnage, c'est Agnès Baker. Puis j'ai Daniela Reyes. Et enfin, j'ai Jenny Barnes. Alors, chaque personnage arrive avec des possessions sur lui. Donc ici, Norman Withers arrive avec $1 sur sa fiche, sur lui. Alors, pour savoir avec quoi il arrive, nous avons ici sur le dessous de sa fiche une indication qui nous dit ce qu'il possède. Donc là, les possessions de départ de mon personnage, c'est détection de portail, donc c'est la carte qui est ici en dessous. Et il a $1. Ensuite, je vais pouvoir choisir parmi les cartes qui lui sont dédiées à lui, une autre carte que je vais pouvoir lui associer en début de partie. Alors parmi les autres cartes, nous avons le manuel d'astronomie qui est un objet ouvrage insolite et alors vous voyez qu'ici il y a un petit symbole de main, ça veut dire que c'est un objet qui est utilisable à une main. Donc ça nécessite en fait une main pour utiliser cet objet. Et donc la capacité c'est une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez relancer jusqu'à autant de dés que le nombre de fléaux sur votre case. Les fléaux, c'est ça ici sur le plateau. Et enfin, nous avons souvenir précieux, c'est un objet. Après que vous avez gagné un indice, retirez 2 horreurs de cette carte. Alors les horreurs, vous voyez que parfois certains objets peuvent même cumuler des points d'horreur sur leur carte. Donc là par exemple, souvenir précieux, je pourrais l'utiliser pour cumuler des horreurs sur la carte, mais je vais plutôt utiliser le manuel d'astronomie pour mon personnage. Alors la carte qui est ici, on la met sur le côté, elle ne sera pas utilisée pour le reste de la partie. Ensuite, j'ai Agnès Baker. Agnès Baker vient avec une carte appelée héritage d'Hyperborée. C'est un objet insolite magique.
Et donc sa capacité, c'est après que vous avez jeté un sort, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Alors les canalisations, chaque personnage aura une limite ici et ça va nous permettre d'aller chercher des jetons qui sont là. Alors les jetons canalisation, ça fait quoi ? Ça va tout simplement augmenter une de nos caractéristiques qui est ici. Vous voyez que là, il est marqué +1 sur ce jeton-ci en observation. Donc ça, c'est la compétence observation. Ben, ça veut dire que si j'ai un jeton comme ça sur la fiche de mon personnage, ben, au lieu de lancer 2 dés parce qu'elle a 2 en observation, ben là, je pourrais jeter un dé supplémentaire grâce à ce jeton. Ces jetons, on pourra également les défausser et on aura le droit de relancer des dés pour chaque jeton que l'on aura défaussé. Mais nos personnages ont des limites. Donc ici, Norman Withers aura une limite de 2, tandis que Agnès Baker aura également une limite de 2 en canalisation. Daniela Reyes, elle a 3 et Jenny Barnes, elle ne peut en avoir qu'un seul sur elle. Alors je reviens sur Agnès Baker. Donc elle a donc héritage hyperboré et elle a 2 autres cartes. Alors elle a un sort où il est marqué tempête d'esprit. Vous pouvez tester votre connaissance au lieu de votre force dans le cadre d'une action d'attaque. Alors comme il s'agit d'un sort, vous voyez qu'ici on a un petit symbole d'horreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le jeu Horror Arkham, chaque fois que vous allez utiliser un sort pendant la partie, vous allez vous infliger une horreur à votre personnage. Donc l'utilisation de la magie va vous faire perdre de la santé mentale. Alors, donc ici j'ai tempête d'esprit et alors elle a un deuxième sort qui s'appelle rempart de chair. Une fois par round, si vous-même, un autre investigateur ou un allié sur n'importe quelle case devriez subir des dégâts, vous pouvez tester votre connaissance, éviter autant de dégâts que votre résultat de test. Alors c'est un sort qui permet qui utilise une main. Vous voyez, on a aussi le symbole une main. Et alors, pareil, si on utilise la capacité, on perd un point de santé mentale. Je serais d'avis d'utiliser tempête d'esprit. L'autre, je vais plutôt le mettre et ne pas l'utiliser. Ensuite, j'ai Daniela Reyes. Qui sera plutôt un personnage que j'utiliserai plutôt pour sa force. Donc elle a une moto qui s'appelle Gabrielle, c'est un objet, c'est un véhicule. Au lieu d'effectuer une action de déplacement classique, ça on verra après, déplacez-vous jusqu'à 3 cases et vous pouvez dépenser $1 pour avancer d'une case supplémentaire. Alors ça on verra les différentes actions et notamment l'action de déplacement, comment ça fonctionne. Elle peut se déplacer plus loin puisqu'elle est en moto. Alors elle a 2 objets, As d'épée, un objet insolite. Lorsque vous dépensez un pion de canalisation pour relancer un dé, vous pouvez récupérer une santé mentale. Et enfin, le deuxième objet, c'est une arme, on va dire, puisque c'est utilisable à une main. C'est la clé à molette et vous bénéficiez de +1 en force dans le cadre d'une action d'attaque. Si vous avez une main libre, vous bénéficiez de +3 à la place. Alors je vais lui prendre la clé à molette parce qu'elle a de base 3 en force, mais grâce à cet objet-ci, elle aura +3 en plus, puisqu'elle n'a qu'un seul objet pour l'instant en main. Gabrielle, vous voyez qu'il n'y a pas d'objet qui va dans la main, donc elle ne devra pas... donc là, elle bénéficie du +3 à la place. Donc au lieu d'avoir +1, elle aura +3. Et enfin, nous avons Jenny Barnes. Alors Jenny Barnes, elle a un talent inné qui s'appelle à la recherche d'Easy. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez subir un dégât et une horreur pour relancer n'importe quel nombre de dés. Ça peut être assez fort. Et ces dégâts, vous pouvez les mettre en fait sur cette carte. Vous voyez qu'ici, la carte peut subir des dégâts. Donc là, par exemple, vous pourrez utiliser son talent 2 fois pendant la partie, à moins de vous soigner et de soigner cette carte-là pendant la partie. Et enfin, elle a également 2 cartes.
Elle a tiré à 4 épingles, c'est un autre talent inné qu'elle possède. Lorsque vous dépensez un pion canalisation pour relancer un dé, vous pouvez à la place relancer n'importe quel nombre de dés. Gagner 2 $ supplémentaires dans le cadre de votre capacité fonds fiduciaire. Alors ça c'est sa capacité qui est ici, donc elle a une capacité qui s'appelle fonds fiduciaire, ça on le verra après pour tous les personnages. Et enfin elle a les 45 jumeaux de Jenny, donc ça c'est une arme, et vous voyez qu'ici maintenant il y a 2 mains qui sont dessinées, donc c'est une arme à 2 mains. Donc les 45 jumeaux de Jenny, vous bénéficiez de +3 en force dans le cadre d'une action d'attaque. Vous pouvez ajouter 1 au résultat d'un dé dans le cadre d'une action d'attaque. Alors elle a un 3 en force elle aussi, donc grâce à ça elle passe aussi à 6. Donc là j'ai 2 personnages qui sont plutôt forts et donc je vais utiliser son 45 évidemment parce que ça me sera très utile à mon avis pour la partie. Donc là la dernière carte de Jenny Barnes, je vais la remettre sur le côté, je ne l'utiliserai pas pour la partie. Alors comme je vous l'ai dit, chaque personnage possède également des capacités. Donc lui, Norman Withers a une capacité qui s'appelle dans les étoiles. Après que vous avez retiré au moins 2 fléaux de votre case, vous pouvez subir une horreur pour enquêter sur un indice. Donc lui en gros, dès qu'il retire 2 fléaux sur sa case, donc dès qu'il retire 2 pions comme ça, il peut subir une horreur, donc il va prendre un point de santé mentale comme ceci sur sa fiche, et à ce moment-là, il peut mettre un indice qu'il aura récupéré précédemment sur le plateau de jeu pour mettre en fait l'indice qu'il avait sur sa fiche sur le scénario. Bon, ça on verra après comment ça fonctionne. Alors, Agnès Baker a 2 capacités. Par le sang, vous pouvez subir un dégât au lieu de une horreur tant que vous jetez un sort. Donc là par exemple, si elle jette le sort là, au lieu de subir le point de santé mentale, elle peut subir des points de dégâts à la place. Alors vous allez voir dans le jeu, il y aura des possibilités d'aller se soigner, mais ça il faudra aller visiter certains lieux en particulier. Elle a une deuxième capacité qui s'appelle le pouvoir du sang. Tant que vous jetez un sort, vous bénéficiez de +2 en connaissance si vous subissez des dégâts ou dépensez des vestiges. Bon là, cette capacité-là, j'ai un peu du mal, je la comprends pas très bien. Donc tant que vous jetez un sort, vous bénéficiez de +1 en connaissance si vous subissez des dégâts ou dépensez des vestiges. Ouais. Je comprends pas très bien cette capacité. Alors, Danielle Reyes, elle, c'est travail minutieux. Après que vous avez effectué une action de ravitaillement, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Donc elle, le ravitaillement, c'est gagner de l'argent en fait dans le jeu. Et enfin, nous avons Jenny Barnes, qui elle est le personnage le plus riche du jeu. Elle commence déjà avec 5 $. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais Daniela Reyes a à 3 $ de départ. Donc elle, sa capacité, c'est fonds fiduciaire, c'est ce qui était marqué sur une autre carte. Donc fonds fiduciaire, action, si vous détenez moins de 3 $, vous gagnez 3 $ pendant l'action de ravitaillement. Voilà, et elle n'a que 1 de canalisation. Voilà, donc ça c'était les capacités de nos personnages. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas terminé totalement la mise en place. Alors oui, ici il y a également des cartes spéciales béni maudit. Donc ces cartes là en fait je les garde tout près du plateau de jeu, car on pourrait être à un moment donné amené à gagner ces cartes là. Alors le béni, c'est quoi? Tout simplement, lorsque vous êtes béni, quand vous faites un test pendant le jeu, les succès c'est sur un 5 et un 6. Donc on a des dés classiques à 6 faces comme ça,
Et dès qu'on fait un test, sur un 5 et un 6, on obtient un succès. Peu importe le test, si vous avez au moins un 5 ou un 6, vous obtenez un succès. Dans les tests de combat, si vous obtenez plusieurs faces 5 ou 6 comme ça, vous infligez autant de dégâts à un ennemi. On verra après comment fonctionne pendant la phase de combat avec les ennemis. Après avoir échoué un test, donc si on fait un test et qu'on échoue, on défausse cette carte. Donc ça veut dire que si on fait un jet de dés mais qu'on n'obtient que des 1 et de 1 à 3 par exemple, ben à ce moment-là, ben on perd cette capacité. Si vous devez devenir maudit, donc c'est ce qui est derrière la carte, donc si on devrait devenir maudit, défaussez cette carte à la place. Et enfin, maudit, tant que vous résolvez un test, seuls les 6 comptent. Donc là, c'est l'inverse en fait. Donc on perd le 5 qui était une réussite. Et là, maintenant, il n'y a que des 6. Et il n'y a que les 6 qui comptent comme des succès. Et après que vous avez réussi un test, défaussez cette carte. Donc là, si on obtient au moins un 6 sur un test, ben, si on a été maudit, on perd cette carte. Si vous devez devenir béni à la place, défaussez cette carte à la place. Voilà. Voilà, donc ces cartes-là, on les met ici sur le côté. On sera peut-être amené à en gagner pendant la partie. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Alors, la mise en place, comme je vous l'ai dit, n'est pas totalement terminée. Ce que l'on va faire maintenant, c'est terminer la dernière phase. Alors, chose que l'on fait pour suivre les différentes étapes de préparatif, c'est qu'on va regarder à la dernière page la page 7 du livre d'apprentissage, les différents... la dernière étape, donc ce qu'il faut accomplir comme dernier préparatif. Donc c'est le point 11 qui est ici. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est générer les indices de départ. Donc on va générer les indices. Et là on va voir déjà une première action pour les indices. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va générer les indices. Donc les indices, comment ça va fonctionner? Ben, on prend tout simplement la première carte qui est ici. On ne regarde pas ce qu'il y a à l'arrière, on ne regarde pas le texte qu'il y a derrière, on va simplement se contenter de regarder le nom du quartier auquel on va générer un indice. Et dans ce cas-ci, c'est le quartier nord. Et je vais prendre un jeton vert comme ceci que je vais mettre sur la zone centrale du quartier nord. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement prendre les 2 premières cartes du paquet de rencontres et je vais mélanger toutes les cartes dans le paquet rencontre. Donc les 3 cartes sont mélangées et je le repose au sommet du paquet de rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'indice qui se trouve à cet endroit-là se trouve parmi les 3 premières cartes du paquet. Ensuite, je pioche une nouvelle carte et là, c'est le centre-ville. Donc là, je vais mettre un jeton indice au centre-ville. Je refais la même chose. Je pioche les 2 premières cartes à chaque fois et je les mélange. Et enfin, le dernier, c'est de nouveau le quartier nord. Donc là, je vais mettre un deuxième indice dans le quartier nord. Et là, pareil, encore une fois, je mets les 2 premières cartes. Ça se tombe, il y a peut-être l'autre carte indice précédente qui est dedans. Et maintenant, je vais les mélanger. Voilà. Et je reconstitue le paquet. Donc maintenant, dans ce paquet-là, il y aura 10 cartes. Là, à côté, il y en a 8, 9, 8 et 8. Maintenant que j'ai terminé la génération des indices, on passe à l'étape suivante qui nous dit de faire quoi? De placer les fléaux de départ. Alors pour placer les fléaux de départ, alors d'une part il y en a déjà pour commencer, mais on va en rajouter encore une sur le plateau. Et pour cela, on va tout simplement prendre la dernière carte du paquet qui est ici. Alors normalement, je crois qu'ils disent que c'est la première carte. Donc placer un plomb fléau sur chaque case indiquée au verso de la fiche scénario. Alors on va prendre, bon là normalement on est censé, je pense, prendre la première carte du dessus. Et la première carte du dessus, c'est le quartier du fleuve. Et c'est ce que je vais faire. Donc là je prends le quartier du fleuve.
Et qu'est-ce que je vais faire avec cette carte-là? Je vais la retourner et je vais regarder là où il y a un symbole fléau. Donc là, je vois caverne noire, il y a un symbole fléau qui est dessiné sur la carte. Et je regarde si sur les autres qui sont là, il n'y a pas de symbole fléau. Il n'y en a pas. Donc, je vais rajouter un fléau sur la caverne noire. Donc là, on a la caverne noire, le magasin général et le cimetière. Donc nous avons la caverne noire, le magasin général et le cimetière. Donc là, je dois mettre un jeton fléau à cet endroit. Voilà. Maintenant que j'ai terminé ça, on passe... Donc là, c'était placer le fléau de départ. Voilà. Oui. Alors, placer les fléaux de départ, je me suis trompé. En fait, placer les fléaux de départ, c'est ceux qui étaient déjà sur le plateau de jeu. Ensuite, j'ai fait propager le fléau une fois. Donc, piocher la dernière carte du paquet événement. Ah, c'est ça que j'ai pas bien fait. Bon, je vais la refaire. Voilà, donc là je vais mettre ça ici et je vais prendre la dernière carte du paquet. Donc j'ai pris la dernière carte du paquet et ici on est au quartier Est et alors on en met un chez Velma. Donc là on va changer les choses et on va le faire correctement. Voilà, donc je le place chez Velma. Alors, petite précision, il y a un terme que vous allez entendre plusieurs fois durant la partie, c'est la zone, comment ils disent encore, je retiens pas très bien ce terme. Désolé, mais je ne retrouve plus ce terme. La case instable, voilà. Il y a une case instable en fait sur le plateau de jeu. Donc il y a un lieu en fait dans notre plateau de jeu qui est ici, qui est appelé case instable. Pour savoir quelle est la case instable, on prendra toujours la carte qui est ici dans la défausse. Donc la défausse sera en dessous du sabot de carte. Et on regarde toujours la case qui a le plus de symboles fléau ou s'il y a un symbole fléau sur une case. Donc là, ici par exemple, sur cette carte-là, comme c'est en début de partie, la case instable, c'est chez Velma. Donc la case instable du plateau de jeu, c'est cette case-là. Alors quand est-ce qu'on va avoir ça? Ben, parfois, il y a des ennemis qui se déplacent sur le plateau de jeu et qui vont aller se diriger vers justement cette case-là. Alors je vais voir si les silhouettes encapuchonnées n'est pas... Voilà, c'est eux. Donc les silhouettes en robe, lorsqu'ils vont être générés, se génèrent dans la case instable. Donc ça veut dire que si je tire par exemple le jeton monstre et que je dois faire apparaître un monstre sur le plateau de jeu et que c'est ce personnage-là, cet ennemi-là, ben, il va être généré sur la case instable. Donc la case instable, c'est chez Velma. Donc si je devais faire apparaître une silhouette encapuchonnée, il apparaîtra chez Velma. Donc voilà, ça c'est un des termes à retenir aussi pour le début de pour vos parties. Et enfin, mise en place finale du scénario, résolvez tout effet qui apparaît dans la section fin de mise en place. Au verso de la fiche scénario, la venue d'Azathoth, prenez les cartes codex 2 et 3, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc on va prendre les cartes du codex 2 et 3. Les cartes du codex 2 et 3, ce sont les cartes qui sont ici. Donc là, j'ai la case 2 et la carte 3, elle est juste ici. Alors je vais les rajouter toutes les deux au scénario. Je vais les mettre là. Mais pour nous mettre un peu dans l'ambiance, ben, je vais vous lire l'histoire qui est indiquée ici et on va commencer la partie. Alors j'ai oublié un petit truc. Le principal, ce sont les personnages. Car effectivement, sans personnages, on risque pas d'avancer très loin dans le jeu. Alors, je les avais déjà préparés.
Alors il commence à la gare, donc la gare c'est ici. Cet autre personnage est là. Voilà. Et le personnage qui est ici, voilà. Alors, je vais donner donc les jetons également, le jeton premier joueur que je vais mettre sur sa face blanche ici, et je vais mettre des jetons également blancs comme ça sur les autres personnages. Lorsque les personnages auront fait leurs actions, on retournera tout simplement le jeton pour signifier que le personnage n'est plus actif. Voilà, donc là maintenant je vais vous lire l'histoire du scénario. J'ai terminé, ouais. L'histoire jusque-là, bercée par la mélopée incessante des flûtes démoniaques, Azathoth sommeille au cœur de l'infini. Certains mortels cherchent pourtant à s'approprier la puissance incommensurable et destructrice du dieu aveugle et idiot, ce qui condamnerait toute l'humanité à un sort funeste. Alors, nous allons prendre la carte, donc 2, et donc là nous avons le 3. Des gens marchent tête basse et épaules voûtées à chaque nouvel incident étrange. Il devient de plus en plus dur de prétendre que tout va bien. Mais les disparitions, les lueurs insolites et les visions de créatures inhumaines ne sont pas le genre de choses qu'on peut ignorer, du moins pas très longtemps. Lorsqu'une case contient 3 fléaux, ou qu'un district en contient 5, donc une case c'est ça, alors un district c'est ça, c'est le plateau en entier, et le quartier c'est ce qui est séparé. Donc là il y a 3 quartiers à chaque fois, on a les inexplorés, les quais et le club tic-tac ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 3 fléaux comme ça qui s'accumulent sur une même case, à ce moment-là, il y a un portail qui va apparaître. Ensuite, s'il y en a 5, par exemple, ici, donc au total du district, s'il y en avait 2 ici et 1 ici, par exemple, et bien à ce moment-là, il y a aussi un portail qui apparaît. Ensuite, si du fléau supplémentaire doit être placé sur une case de district qui contient une anomalie, ajoutez-le à la place sur la fiche du scénario. Donc là, je reviens sur mon exemple de tantôt, si on avait eu 3 par exemple ici, on a un portail qui va, donc on a ça qui va apparaître dessus. Et à chaque fois, lorsqu'il y aura du fléau qui doit aller sur cette zone-là, si on n'a pas retiré le portail, ben ça va directement sur la fiche du scénario. Donc ça va faire avancer le scénario, ce genre de choses, négativement. Si vous devez résoudre une rencontre sur une case de district qui contient une anomalie, résolvez à la place une rencontre anomalie. Les rencontres anomalies, c'est ça ici. Lorsqu'un district qui contient un pion anomalie a été barrassé de tout fléau, retirez l'anomalie de ce district. Donc là, dès que tout est retiré et qu'il y a une anomalie ici, ben, l'anomalie disparaît. Donc la partie en quelque sorte va consister à faire du nettoyage en fait. On va essayer de réguler en fait, et c'est une action ça, le fléau qui va apparaître sur le plateau de jeu. Déjà vu, une aube grisâtre se lève, projetant sur les toits à pignons d'Arkham une fraîcheur et une impassibilité qui s'attardent. En suivant votre routine matinale, vous ne pouvez vous départir de l'impression que vous avez déjà vécu tout ça. Le même petit déjeuner, les mêmes gros titres du journal annonçant des disparitions et des incidents étranges, ainsi qu'une note de votre main qui annonce « Le sultan des démons arrive, rendez-vous à la gare ». Donc là, rendez-vous à la gare, on y est. On est à la gare, donc c'est là qu'on va commencer notre partie. Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex. Donc ça, c'est la carte qui sera ici. C'est la carte qui est là, qui va apparaître.
Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte-ci. Donc je ne vais pas retourner la carte, je vais tout simplement la retourner lorsque du fléau s'accumulera sur cette carte. Voilà, alors maintenant nous allons voir le tour de jeu, comment ça va se dérouler. Donc un tour de jeu se déroule en 4 phases. La phase des actions, où c'est les joueurs qui vont jouer à tour de rôle. Ensuite, on passe à la phase de monstres. Puis, on passe à la phase de rencontre. Et enfin, nous avons la phase de mythe. Alors, la phase des joueurs, donc les joueurs ont 2 actions. On verra après, les actions sont listées derrière la carte. Ensuite, on a la phase de monstres. Donc, chaque monstre prêt est activé. Donc là, le monstre qui est là est en position prêt. Donc là, il pourra s'activer pendant la partie. Chaque monstre engagé inflige des dégâts et des horreurs à l'investigateur contre lequel il est engagé. Ça, on verra si on est engagé pendant un combat. Et chaque monstre épuisé se prépare. Alors, quand un monstre est épuisé, ça veut dire qu'il est placé sur le plateau comme ceci. Donc, il aura sa fiche retournée. Lorsque la phase de monstre s'activera, tout simplement, il va se retourner. Et là, on verra éventuellement, si cela se produit, à quel moment un monstre peut être épuisé. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout pour épuiser un monstre. Ensuite, la phase de rencontre, piochez et résolvez une carte de rencontre qui correspond à votre case. Donc là, si par exemple, je reste tout le temps dans cette zone-ci, en début de partie, à chaque fois, je vais faire une rencontre ici. Phase de mythe, piochez 2 pions dans le réceptacle de mythe et résolvez leurs effets, un à la fois. Donc là, le réceptacle de mythe, il est ici. Je pioche 2 jetons et à chaque fois, je résous les effets qu'il y a sur les cartes. Alors, on va voir maintenant les actions des joueurs. Donc, les actions des joueurs, vous ne pouvez pas effectuer la même action plus d'une fois dans un même round. Donc, le premier que vous pouvez faire, c'est le déplacement. Donc, pour vous déplacer, c'est toujours 2 cases. Et donc, 2 cases, ça peut être comme ceci. Ou alors, vous pouvez arrêter votre mouvement sur la case voisine. Vous pouvez également aller plus loin, donc continuer à faire un déplacement beaucoup plus loin, mais attention, ça vous coûtera de l'argent. Combien ça vous coûtera? $1 par case supplémentaire que vous allez vous déplacer. Et vous pouvez faire ça maximum 2 fois. Donc je peux dépenser jusqu'à maximum $2 pour avancer. Donc là, si je fais une action classique, donc c'est 1, 2, normal, je dépense $1, je dépense $1, j'arrête mon mouvement à cet endroit-là, puisque je ne peux plus aller au-delà de $2 en déplacement. Si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez faire une action de ravitaillement. L'action de ravitaillement, c'est gagner $1. Donc là, on va dans la réserve qui est ici et on va récupérer $1. Alors ces jetons-là, je vais plutôt les mettre par ici parce que je serai certainement amené à récupérer des pions. Parce que comme les cartes sont, comme les réserves sont assez loin. Ensuite, canalisation, une compétence de votre choix. Alors les compétences, donc nos personnages ont 5 compétences et si on veut améliorer une de nos compétences, on va chercher un jeton ici. Donc là par exemple c'est un jeton volonté. Si je veux augmenter la volonté de mon personnage, je mets le pion sur je fais une action de canalisation et je place un pion. Nos personnages ont une limite. Donc il faudra, on ne pourra pas avoir plus de, par exemple pour Agnès Becker, plus de 2 jetons puisque sa limite c'est 2. Attention également, vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même jeton. Donc je ne peux pas dire, voilà, Agnès Becker va monter à, je vais lui mettre 2 jetons volonté. Comme ça elle passe à 5. Non, vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Ensuite, on a une action d'attaque. L'action d'attaque, la régulation. Alors ça, c'est une des actions qu'on va faire le plus souvent. Donc l'action de régulation va nous permettre de tester notre connaissance pour retirer de notre case autant de pions fléaux que du résultat de notre test.
Si on retire 2 fléaux, on gagne un vestige. Donc là, par exemple, si je vais là-bas, je retire les 2 pions fléaux après un test de connaissance, de régulation, et donc ça teste ma connaissance. À ce moment-là, je gagne un jeton comme ça. Ce jeton, on va pouvoir les échanger contre des objets, contre toutes sortes de choses. Pour savoir où on peut les dépenser, c'est indiqué sur le plateau, comme ici par exemple, dans les quais, je pourrais dépenser du vestige contre de l'argent ou des objets. Et je peux également dépenser ici, à l'annonceur d'Arkham, pour gagner de l'argent. Et ça, on verra pendant les phases de rencontre. Alors, je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut dépenser du fléau. Je regarde. Mais non, il n'y a que 2 endroits qu'on sait le faire. Ensuite, des actions d'attaque. Alors, l'action d'attaque nécessite qu'on engage un monstre. Pour engager un monstre, on prend le monstre et on le met... Donc on prend la carte et on le met près de notre personnage, face retournée, donc sur cette face-ci. Alors le monstre, il fonctionne comme ça. Ce sont ses points de vie. Le modificateur d'attaque, s'il y en a un, donc là c'est -0, ça veut dire que s'il y avait eu un -1, ça voulait dire que moi, mon test d'attaque, je dois retirer un dé pendant l'attaque. Et l'autre qui est ici, en observation, c'est pour fuir un combat. Et fuir un combat, donc si on est faible par exemple et qu'on décide de fuir un combat, à ce moment-là, on va épuiser le monstre. Donc le monstre, il va retourner sur le plateau et il va être mis comme ça si on arrive à fuir le combat. Donc ça, c'est l'action d'attaque. Donc l'action d'attaque, on attaque un monstre, mais il faut l'engager, bien sûr. Ensuite, on a la fuite. Donc là, on peut tester notre volonté pour se désengager d'autant de monstres que votre résultat de test et les épuiser. Si vous fouillez tout, vous pouvez effectuer une action supplémentaire. Donc si vous arrivez à fuir tous les monstres qui sont engagés avec vous, ou le monstre qui est engagé avec vous, vous avez droit à une action supplémentaire. Donc c'est le seul moment avec cette action-là que vous pouvez avoir 3 actions sur votre tour, puisque vous n'en avez que 2 normalement. Ensuite, l'action suivante, c'est l'enquête. Testez votre observation pour ajouter sur la fiche scénario autant d'indices que le résultat du test. Et effectivement, pendant la partie, on va gagner ces jetons-là. Et on va les accumuler comme ça sur notre fiche de personnage. Et bien, pour une action d'observation, donc toujours avec l'œil et tout, et bien, on peut dépenser, on pourra faire avancer, mettre sur la fiche du scénario les éléments, les indices qu'on aura récupérés. Et je rappelle qu'ici, on nous demande quoi? On nous demande de mettre sur la fiche du scénario au moins 3 indices. Donc si j'arrive à placer 3 indices sur la fiche du scénario, le scénario va avancer. Dernière autre action, des échanges. Échanger n'importe quel nombre de possessions avec d'autres investigateurs sur votre case. Effectivement, on a des objets sur nous, sauf nos objets de départ, bien évidemment. Mais si on achète des objets, admettons on achète un pistolet ou une arme ou que sais-je, on peut le donner à quelqu'un d'autre sur le plateau de jeu qui pourrait s'en servir pendant la partie. Et enfin, la dernière action possible, c'est certains éléments de jeu qui comportent le terme action. Et c'est le cas de Jenny Barnes, qui a le terme action écrit sur sa compétence ici. Et donc, elle, ça nécessite une action de faire l'action qui est là, sur sa fiche. Alors, petite précision aussi, lorsque vous êtes engagé dans un combat avec un ennemi, vous êtes limité dans les actions que vous allez pouvoir faire. Les seules actions que vous pouvez faire quand vous êtes engagé avec un ennemi, c'est canalisation, attaquer ou fuir. Donc c'est soit vous allez chercher un pion ici, donc là généralement ce qu'on va chercher c'est soit ça pour essayer de fuir, ou un jeton rouge pour essayer d'avoir plus de chances d'infliger des dégâts. Et enfin, la fuite, bien sûr, ça, ce sont les 3 seules actions. Quand vous êtes engagé avec un ennemi, vous ne pourrez pas faire non plus d'action de rencontre. Donc voilà, ça, ce sont les
différentes actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Voilà, désolé, j'ai mis mon téléphone sur silencieux, comme ça on ne sera pas dérangé. Voilà, donc là j'ai terminé ma présentation du jeu. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va commencer la partie. Et on va commencer à faire quoi? On va commencer avec Norman Withers. Donc Norman Withers, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est là. Je vais l'amener à l'annonceur d'Arkham. Donc première action, il se déplace. J'arrête mon mouvement. Et deuxième action, je vais faire une action de régulation. Donc régulation, je répète, c'est la connaissance. Donc lui, il a 3 en connaissance. Donc il va jeter 3 dés. Et sur un 5 et un 6. Et malheureusement, j'ai fait un 4 et 2 fois 1, donc je ne réussis pas l'action de réguler la case. Donc Norman Withers a fini ses 2 actions, maintenant on passe à Agnès Baker. Alors Agnès Baker, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer ici et elle va aller là. Donc, donc elle a fait 1, 2 et je dépense $1 pour un déplacement supplémentaire. Et elle va faire la même chose, elle va faire une action de régulation, donc connaissance. Elle jette 4 dés et j'ai fait un 6, donc je retire le pion qui est ici. Voilà, donc là j'ai retiré le pion qui est là. Alors si j'en avais retiré 2, j'aurais gagné un jeton, comment c'est? Un jeton vestige, mais comme il n'y en avait qu'un, il n'y a rien. Donc j'ai terminé les actions d'Agnès Baker. Maintenant je fais Daniela Reyes. Donc Daniela Reyes, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait Agnès Baker, elle va être ennuyée puisqu'il y a un monstre sur sa case. Donc je vais l'amener avec elle sur sa case. Donc 1, 2, je dépense $1. Je la fais arriver ici, 3, et j'engage l'ennemi qui est ici. Donc l'ennemi est engagé avec mon personnage. Et donc je vais faire une action de combat, et l'action de combat me dit quoi? J'ai 3 en force, plus ma clé en molette qui me permet de frapper avec 3 dés supplémentaires. Donc là je vais lancer tous mes dés en fait. Alors j'ai un succès, ouf, heureusement, j'inflige donc un dégât à l'ennemi, et donc la silhouette en robe qui est ici a été vaincue. Donc la silhouette en robe est éliminée, donc il retourne dans le paquet des monstres. Alors quand un monstre est vaincu, on le remet toujours au sommet de la pioche des monstres. Quand un monstre sera généré, on générera toujours le monstre du dessous. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si les cartes monstres, vous voyez que ils ont un dos où on arrive à voir quel type de monstre se trouve là. Tandis que celui qui est tout en dessous, on ne voit pas ce qui va arriver. Donc ça va être un peu la surprise du jeu. Alors, donc Daniela Reyes a fini ses actions. Et ensuite, j'ai Jenny Barnes. Alors, Jenny Barnes... Jenny Barnes, ce que je vais faire, je vais la faire avancer, elle, jusqu'ici, pour attaquer l'ennemi. Donc, elle fait 1, 2 déplacements. Par contre, non, elle, je vais la laisser ici. Je peux faire le déplacement. Attendez, donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'elle va faire. 1, 2, 3 et 4. Donc je dépense $2. Donc elle a fait 2 déplacements supplémentaires. Donc elle dépense $2 et il ne lui reste plus que 3 dans sa réserve. Elle va attaquer cet ennemi. Et comme Daniela Reyes, elle a 6 dés puisqu'elle a plus 3 avec ses jumeaux et plus 3 en force. Alors elle a 3 succès. Donc elle a
2, 6 et un 5. Donc elle obtient un succès. Donc elle élimine la silhouette en robe qui est ici, qui lui avait un point de vie. Voilà, tous les ennemis sont vaincus. Donc là, pour l'instant, on est plutôt tranquille sur le plateau de jeu. Phase des monstres. Alors les monstres, il n'y en a plus, donc ils ne vont pas se déplacer. S'il y avait eu des ennemis, là par exemple, j'aurais regardé ce que fait la silhouette. Donc si les silhouettes avaient toujours été vivantes, il a une action qui est patrouilleur, il va se déplacer sur la case instable et engage la plus haute influence. Donc s'il était resté, il serait monté là-haut et il aurait été sur la case influente. Mais comme il n'y est pas, comme il n'y a plus personne, il ne se passera rien. Alors je vais mettre ça là. Alors, ensuite on passe à l'étape suivante qui est l'étape de la phase de rencontre. Donc en commençant par Norman Withers. Donc Norman Withers il est ici, donc là il va tirer la première carte qui est ici. Et c'est une carte indice. Donc il se trouve où? Il se trouve chez l'annonceur d'Arkham. Donc je vais vous lire maintenant ce qui est marqué. Dans les archives du journal daté de 1937, montre une voiture encastrée dans la devanture du magasin général de Schnoffer. Gagnez un indice sur votre district. Ah, ça commence bien. Ensuite, vous pouvez dépenser un vestige pour gagner à Mini Klein des preuves. Pour donner à Mini Klein des preuves qui éclairciront l'article qu'elle rédige. Si vous le faites, gagnez 3 $. Et comme je n'ai pas d'article, comme je n'ai pas de vestige, donc je ne fais pas l'action. À partir de maintenant, donc la carte qui était là, je la défausse, et à partir de maintenant, la nouvelle case instable, c'est la gare, puisque nous avons un symbole fléau sur cette carte. Donc lui c'est terminé, on passe à Agnès Baker. Agnès Baker est ici, donc on prend la première carte et c'est également une carte indice. Et elle est au Square de l'Indépendance. Un groupe de musiciens joue de la flûte et du corps d'harmonie tout en dansant autour d'une silhouette en robe assise sur un trône. Vous pouvez dépenser $1 pour lancer quelques pièces dans leur chapeau. Si vous le faites, l'individu sur le siège vous offre un présent et vous remarquez que sa capuche ne dissimule aucun visage. Vous gagnez un indice de votre district et un objet insolite. C'est ce que je vais faire. Je vais gagner l'indice et je gagne un objet insolite. Alors les objets insolites, c'est ici quelque part, on doit regarder. Dans l'étal qui est ici, on a des objets qui ont des mots-clés. Ici, par exemple, on a la dynamite qui est une arme ordinaire. On a la cape en lambeaux qui est un objet insolite magique. Donc ça pourrait être intéressant. Le couteau qui est une arme ordinaire insolite, arme à une main. Vous bénéficiez de +1 en force dans le cas d'une action d'attaque. Le fusil à pompe qui est une arme ordinaire. Vous bénéficiez de +5 en force dans le cas d'une action d'attaque. C'est très puissant cette arme-là. Et là, ça me dit que chaque 6 que vous obtenez dans le cas d'une action d'attaque compte pour 2 succès. Et enfin, nous avons encore un objet insolite qui est un texte sacré occulte. C'est un objet à une main. Vous bénéficiez de +2 en observation dans le cas d'une action d'enquête. Alors, quel est l'objet qui pourrait être le plus intéressant? Donc là, j'ai un autre objet insolite qui est la cape en lambeaux. Les monstres non épiques vous ignorent et ne vous engagent pas lorsqu'ils sont activés, sauf si vous les attaquez ou que vous leur infligez des dégâts. Ça pourrait être intéressant pour passer inaperçu. Vous bénéficiez de +1 en attaque dans le cas d'une simple action d'attaque au couteau. Et le texte sacré, je vais plutôt prendre... Allez, je vais prendre la cape en lambeaux parce qu'elle vaut quand même cher. Et au moins, ça me permettra de passer inaperçu face à certains ennemis. Alors, une fois qu'on a pris un objet, on
complète toujours la zone qui est ici. Ensuite, c'est à Daniela Reyes. Elle va faire une rencontre et elle est au square ici. Alors, vous voyez ici maintenant, c'est les cartes normales de rencontre. Le Sénat, donc le square d'indépendance. Vous devez me laisser venir. Vous devez me laisser lire votre avenir, insiste la diseuse de bonne aventure, Anna Caslow. Elle retourne plusieurs cartes de tarot pendant que vous prenez un siège. Les ténèbres qui s'abattent sur Arkham vous surveillent de près. Soyez prêts à agir. Saisissez la moindre opportunité. Elle vous remet une carte en guise de talisman. Gagnez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, donc c'est un objet. Donc, les cartes que l'on a lues, on les remet en dessous du paquet. Et donc, elle gagne l'as de bâton. Donc là, on va les chercher dans les objets. L'as de bâton. À moins que ce soit ici. Non, ça ce sont des sombres pactes. C'est comment encore? L'as de bâton. Détection de portail, non. Bon, je pense que ça doit être dans le dernier petit paquet. Alors ici, normalement, il y a encore un petit paquet de cartes. Voilà. Alors, il y a un ennemi en plus. Donc c'est quoi? C'est l'as de bâton. La lune, l'Ita, le chien errant, le chat errant, le docker, arme de service, chat noir, reportage, l'as de bâton. Ben voilà. Donc elle a gagné l'as de bâton. C'est un objet insolite. Alors ça dit quoi? Lorsque vous dépensez un pion canalisation pour relancer un dé, vous pouvez à la place relancer n'importe quel nombre de dés. Ça c'est pas mal aussi ça. Alors ces petites cartes là, je vais les mettre là. On ne sait jamais qu'on sera amené à en rechercher. Et alors nous avons notre ami qui est ici au quartier du fleuve et qui est chez la caverne noire. La tablette de pierre sont trop lourdes à déplacer. Il va falloir les consulter sur place. Gagner un sort. Donc gagner un sort, c'est ça. Donc j'ai gagné un détection de portail. Donc testez votre connaissance. Si vous réussissez, déplacez-vous sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau. C'est la même chose que ce qui est ici en fait. C'est le même pouvoir que Norman Withers. La marée monte dans la grotte et l'eau vient vous lécher les chevilles. Donc là, je dois faire un test de volonté. Donc là, je dois lancer 3 dés. J'ai un succès, donc j'ai réussi. Si vous réussissez, vous retenez votre souffle et nagez hors de la caverne. Si vous... D'accord. Donc là, il ne se passera rien en fait. C'est parce que si j'avais échoué, là, j'aurais eu quelque chose de négatif. Alors, je lis pas ce qui a mis en échec, hein, bien sûr. Bon, ça sert à rien, on va dire. Donc, j'ai terminé les phases de rencontre.
Maintenant, on passe à la phase suivante, qui est la phase de mythe. Et là, on pioche 2 jetons et on les résout. Alors, j'ai tiré pour Norman Withers, son premier jeton, c'est un jeton indice. Alors, le jeton indice, comme d'hab, on fait la carte ici. On prend les 2 premières et on les mélange. Donc, j'ai mis un indice sur le quartier du fleuve. Un nouveau jeton pour lui. Et il tire un fléau. Donc le fléau, c'est ici, quartier du fleuve, et c'est dans le cimetière. Donc là, j'ai un fléau dans le cimetière. Voilà. Donc ça, c'était pour Norman Withers. Maintenant, on passe à Agnès Baker. Alors les jetons, je vais les mettre sur eux, comme ça je m'en rappellerai. Donc Agnès Baker. Ah ben, de nouveau un fléau. Et donc ici, c'est le relais routier au quartier Est. Donc c'est le relais routier. Donc c'est ici. Un deuxième jeton pour elle. Et c'est un blanc, donc il ne se passe rien. Ensuite, Daniela Reyes. Irruption de portail. Alors, l'irruption de portail, c'est comme pour le reste. Je prends la dernière carte et je fais apparaître dans le quartier Est des différents jetons. Et ça va déjà commencer. Donc là, vous voyez, normalement, ouais. Donc là, on fait une irruption de portail. Donc là, il y a 2, comme il y en a 3 sur 1, et les 2 autres qui sont là vont sur le scénario. Voilà. Donc là, j'ai un portail qui est apparu là-bas. Donc il va falloir que j'aille. Donc ensuite, toutes les cartes qui sont là, qu'est-ce que je fais? Je récupère la pioche de défausse. Je remélange les cartes. Et je les remets ici en dessous. Voilà. Ensuite, un monstre. Donc le monstre, je vais le générer, donc je vais le chercher ici. C'est une silhouette en robe. Case instable. Alors il n'y a pas de case instable, donc la case de base, quand il n'y a pas de case instable ici, c'est la gare qui est considérée comme instable. Allez, ensuite Agnès Jenny Barnes. Une manchette. Alors, une manchette, donc on va lire ce qui est marqué. Alors, les manchettes, pour vous dire, c'est généralement jamais positif pour nous. Un défilé improvisé bloque Main Street. Des festivaliers aux costumes saugrenus, la loge du crépuscule d'argent rendue responsable, sinistre la musique est inappropriée d'après une source par A.P. Jessup, rédacteur de l'Arkham, Massachusetts. Vous subissez une horreur par monstre dans votre district. Il n'y a pas de monstre dans son district, donc il ne se passe rien. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Elle tire un deuxième jeton pour elle. Et elle tire une deuxième manchette. Un employé d'usine démasqué. 3 morts désormais reliés au même homme. J'ai fait ce que j'avais à faire par Rex Murphy, rédacteur d'Arkham, Massachusetts. Manchette, vous choisissez entre subir 2 dégâts et 2 horreurs ou devenir maudit. À choisir, je crois que je vais devenir maudit. Donc ça nécessitera qu'un sur un mes tests, je dois faire un 6 pour enlever cette carte. Voilà. Alors, quand on a fini la phase de mythe, on prend tous les jetons et on les met sur le côté. On ira les rechercher une fois que le sac sera vide. Là, pour l'instant, il y a encore plein de jetons dans le sac. Donc, on ne les remet pas tout de suite dedans. Alors, le jeton premier joueur passe au personnage suivant et les autres personnages se réactivent. Voilà, maintenant on peut recommencer une nouvelle phase. Donc on va continuer maintenant
notre petite aventure. Donc là maintenant il y a de nouveau un ennemi qui est apparu. Alors je regarde le temps sur la vidéo. Alors on est à 1h10, donc là j'ai fini le premier tour, on va entamer le deuxième tour, mais ce que je vais faire, je vais stopper la vidéo ici pour pas faire de trop longues vidéos. Vous aurez donc cette vidéo-ci qui sera la première partie, et puis il y aura tout de suite la deuxième qui sera la suite de l'aventure. J'espère que ça se fera sur une deuxième vidéo l'ensemble. Voilà, ben on se retrouve tout de suite après pour la suite de nos aventures.